Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous d'Afrique-Orient. L'Éthiopie a procédé cette semaine avec succès au lancement de son premier satellite, un record cette année pour l'industrie spatiale africaine qui en compte désormais 8. Le satellite éthiopien permettra de mieux répertorier les ressources agricoles, forestières et minières du pays et ainsi répondre avec plus d'efficacité aux catastrophes climatiques. L'Éthiopie a lancé cette semaine son premier satellite dans l'espace. Une réalisation historique pour ce pays qui vient également couronner une année 2019 record pour l'industrie spatiale africaine. Bien que le lancement ait eu lieu en Chine depuis la base spatiale de Taïwan, au nord du pays, un grand nombre d'officiels éthiopiens et chinois ainsi que des scientifiques s'étaient rassemblés près de Addis Abeba pour suivre une retransmission en direct depuis l'observatoire et le centre de recherche d'Entoto. Le satellite ET-RSS-1, qui est actuellement lancé depuis la Chine, sera une base pour notre voyage historique vers la prospérité. Il s'agit du 8e lancement d'un satellite africain en 2019, battant le record de 7 lancements établis en 2017 selon Temdayo Onozu, directeur général de Space in Africa, une société nigériane qui suit les programmes spatiaux africains. Les données fournies par cet équipement, nommé Ethiopian Remote Sensing Satellite, doivent permettre d'améliorer la connaissance des ressources agricoles, forestières et minières du pays, et aussi de contribuer à une meilleure réponse aux catastrophes climatiques. Des données cruciales pour ce pays de plus de 100 millions d'habitants, qui affiche selon la Banque mondiale une croissance moyenne de 9,9% depuis 10 ans, mais qui reste très dépendant de l'agriculture et de la sylviculture. J'ai entendu dire qu'une vingtaine d'Éthiopiens ont participé au lancement du satellite. 15 hommes et 5 femmes. Dans un avenir proche, je crois que les Éthiopiens feront mieux dans le programme spatial. C'est mon espoir. Ce lancement fait de l'Éthiopie le 11e pays africain à mettre un satellite dans l'espace. Il faut rappeler que l'Algérie fait partie des précurseurs dans l'investissement spatial, avec dernière en date Alcomsat 1 qui vient de révolutionner l'utilisation du numérique dans notre pays. L'Organisation mondiale des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture tire la sonnette d'alarme face au phénomène le pire à frapper la Somalie depuis 25 ans d'invasion de pèlerins criquets. Selon la FAO, plus de 70 000 hectares de terre ont déjà été détruites. Le phénomène tend à frapper les pays voisins, dont l'Éthiopie. La Somalie est confrontée à la pire invasion de criquets pèlerins depuis plus de 25 ans. Une sonnette d'alarme a été lancée par la FAO qui appelle à un financement urgent pour lutter contre la reproduction de ces insectes. Le service d'information sur le criquet pèlerin de la FAO a indiqué qu'environ 70 000 hectares de terre ont été infestés par des larves et des adultes reproducteurs qui ont déjà endommagé les cultures et les pâturages en Somalie et en Éthiopie. Les habitants sont choqués par le nombre massif de criquets. Tout ce que nous pouvons faire, c'est brûler des pneus. Avec la fumée, nous combattons les criquets partout dans la campagne. Les habitants ne peuvent pas supporter le nombre énorme de criquets venus du désert. Selon les représentants de la FAO en Somalie, la reproduction du criquet pèlerin était en cours dans les régions du Somaliland dans le nord, du Puntland dans le nord-est et du Galmudug dans le centre. Selon l'agence onusienne, la lutte contre le criquet pèlerin nécessite des investissements institutionnels, infrastructurels et techniques immédiats pour des actions à plus grande échelle en 2020 et au-delà. Selon la FAO, plus de 3 millions de dollars supplémentaires sont nécessaires pour cette réponse initiale, notant qu'elle avait facilité des inspections couvrant plus de 20 000 hectares au Puntland et au Somaliland. Compte tenu de l'ampleur de la catastrophe, la pulvérisation aérienne à l'aide d'avions aurait été la mesure de contrôle idéale. Cependant, les conditions de sécurité dans la plupart des régions de la Somalie ne le permettent pas.
Au Moyen-Orient, Idlib, région du nord-ouest de la Syrie, sous les feux des bombes. Le président syrien y mène une violente offensive pour récupérer cette province, encore largement contrôlée par des groupes terroristes affiliés à Al-Qaïda. Des millions de civils se retrouvent au milieu d'un champ de bataille, d'où une procession incessante de voitures et de camions, de centaines de milliers de personnes assiégées qui tentent de fuir les combats. Juste le temps d'empiler quelques matelas dans des pick-up. Les habitants de Ma'aret el-Nu'man abandonnent les ruines de leurs maisons où s'élèvent des colonnes de fumée. Des dizaines de milliers de civils, selon l'ONU, ont fui depuis le début de la semaine cette région de la province d'Idlib, majoritairement sous contrôle des djihadistes, en raison de l'intensification des bombardements. Des milliers d'autres attendent une accalmie pour fuir le sud de cette province où se trouve actuellement la ligne de front. Nous avons fui sous les bombardements et les destructions et nous ne savons pas où nous irons. Nous n'avons pas d'abri, nous n'avons rien. La situation est tragique, il y a de lourds bombardements, il y a aussi beaucoup de circulation sur les routes, un important mouvement migratoire. Damas, qui contrôle désormais près de 70% du territoire syrien, a juré de reprendre Idlib au groupe Hayat Tahrir al-Sham, une ex-branche syrienne d'Al-Qaïda. Malgré un cessez-le-feu annoncé fin août par Moscou, les raids se sont intensifiés ces dernières semaines et plus de 280 civils ont péri depuis cette date. Cette semaine, le bilan s'est particulièrement alourdi avec plus de 40 civils tués en quelques jours. Nous avons fui les bombardements. Les avions de guerre russes frappent. Il y a des hélicoptères, des missiles et des roquettes. Nous ne pouvons pas rester là-bas. La moitié de Ma'aret Hourma a été détruite. Ma ville natale a été détruite, alors je suis allé à Ma'aret Hourma et maintenant la ville est également détruite. Beaucoup de gens y sont toujours et ne peuvent pas en sortir. Certaines personnes n'ont pas de voiture pour sortir, d'autres n'ont pas de véhicule pour transporter leurs effets personnels et d'autres n'ont pas d'endroit où aller. L'escalade laisse Ma'aret el-Nu'man anéanti. Tiges de métal broyées, verres brisés et gravats jonchent les rues. Des vitrines ont explosé et des pans entiers de bâtiments se sont effondrés. Plusieurs établissements de santé ont fermé. Les boulangeries ont baissé leurs rideaux et la plupart des écoles n'ont pas ouvert depuis fin novembre. La région d'Idlib abrite quelques 3 millions de personnes, dont plus de la moitié sont des déplacés qui ont fui les combats ailleurs en Syrie, où la guerre déclenchée en 2011 a déjà fait plus de 370 000 morts et des millions de déplacés. Beaucoup de ces déplacés se rendent plus au nord, près de la frontière avec la Turquie, et arrivent dans des camps surpeuplés. D'autres trouvent refuge dans des écoles, dans des salles de fête ou encore dans des mosquées. Ces déplacements massifs ne pourraient pas tomber plus mal avec l'hiver et les inondations qui submergent la région. Et on va parler à présent d'un sujet délicat, celui des cérémonies d'initiation en Afrique du Sud. Il s'agit de la circoncision traditionnelle faite dans des conditions d'hygiène approximatives. Elle est toujours pratiquée dans certaines provinces du pays et entraîne souvent des mutilations graves, voire la mort. Les garçonnets la préfèrent pourtant à un acte chirurgical professionnel, tout simplement parce qu'elle est considérée comme un passage obligatoire vers la virilité. En Afrique du Sud, chaque année, des milliers de garçons entrent officiellement dans l'âge adulte lors de cérémonies rituelles exclusivement masculines, organisées en campagne, dont la circoncision constitue un point d'orgue. Pratiquée par un praticien traditionnel dont l'art médical est aussi rustique que les conditions d'hygiène dans lesquelles il le pratique, l'opération est risquée et cause souvent des complications plus ou moins sérieuses. J'y pense depuis mon enfance. En voyant mes frères aînés devenir des initiés, je ne pouvais pas rester un garçon tout seul. Parti en brousse, en se réjouissant de devenir un vrai homme, cet habitant de township du Kwezekele est rentré de son initiation handicapé à vie. J'ai dû subir une amputation partielle. Mon opération a mal tourné à cause d'instruments non stérilisés. J'ai fini avec la gangrène.
Et parfois les conséquences sont encore plus définitives. Entamée il y a 3 semaines, la saison d'été des cérémonies d'initiation a déjà causé la mort de 23 jeunes dans le pays. S'est inquiété encore cette semaine le ministre de la Santé sud-africain. La plupart ont pour origine la déshydratation. Les circoncis sont privés d'eau pour éviter les mictions et provoquent des insuffisances rénales fatales. Ces morts sont évitables et vraiment malheureuses, déplore encore le ministre sud-africain. Ce doit être seulement celui de 18 ans qui doit aller à l'école d'initiation. Mais vous découvrirez maintenant qu'il y a encore des garçons de 13-15 ans qui décident d'y aller sans la permission de leurs parents. Si vous allez à l'hôpital, vous n'êtes pas un homme Choa, car dans notre culture, nous n'avons pas le droit d'utiliser des pilules ou des injections. Tu dois utiliser la feuille jusqu'à ce que tu sois bien guéri. Cette feuille fonctionne assez bien avec la scie. Une étude scientifique réalisée en 2014 avait établi à 48% la part de la population masculine noire du pays circoncise, dont plus de 2 tiers de façon traditionnelle. Et le focus de la semaine, pour terminer, on poursuit notre périple en Éthiopie. Mohamed Yahyaoui nous fait découvrir cette fois la capitale et ses provinces mitoyennes. On y découvre notamment la cérémonieuse offrande du savoureux et non moins célèbre café éthiopien. Regardez. Addis Abeba, l'actuelle capitale du pays, est le nom donné par l'impératrice Taitu, qui veut dire fleur nouvelle en amharique. La ville fut fondée par l'empereur Ménélique II. Le café est originaire de l'Éthiopie. Il est devenu le symbole de l'hospitalité. Moderne ou traditionnelle, l'offrande de ce précieux breuvage est cérémoniale. Sur la route, des marchés très colorés. Les Éthiopiens marchent beaucoup pour se rendre aux marchés avoisinants. Ils empruntent les routes avec leur bétail. Nagesh est le lieu saint où sont enterrés les premiers réfugiés musulmans, proches du prophète, persécutés par les Qurayshis de la Mecque. Une mosquée fut érigée au 7e siècle en leur honneur. Notre visite coïncide avec sa restauration. Allahu Akbar. Le paysage change. Au loin, une fumée. Ce n'est pas un incendie. C'est le volcan Artel, qui veut dire en langage afari, la montagne qui fume. Nous sommes à 100 mètres sous le niveau de la mer. Un laborieux trekking de nuit. Et au bout de nos peines, pour arriver à destination, une expérience époustouflante. La lave est une rivière de feu.
Et c'est la fin de votre magazine Afrique-Orient. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès la semaine prochaine. Très bonne suite des programmes. Bonsoir.